Je n'ai pas tout de suite compris que cela faisait 2 jours que je n'avais rien mangé. Ce n'est pas la faim qui m'a alertée. C'était le silence, un silence épais, organisé, presque méthodique. La maison respirait autour de moi sans jamais m'inclure. Pas de bruit de vaisselle, pas d'odeur de café, pas même le claquement habituel du réfrigérateur. J'étais assise dans le fauteuil du salon, celui près de la fenêtre, avec une couverture sur les genoux, et je comptais les secondes en regardant la lumière glisser lentement sur le mur. Mon corps était faible, mais mon esprit, lui, était étrangement clair. Quand j'ai essayé de me lever, mes jambes ont tremblé, pas assez pour tomber, juste assez pour comprendre. 2 jours, 48 heures, pas un morceau de pain, pas une soupe, pas même un verre de lait. Je me suis demandé à quel moment exact cela avait commencé. Était-ce le soir où j'avais dit que je n'avais pas faim? Ou le lendemain matin, quand personne ne m'avait demandé si je voulais déjeuner? Ou peut-être plus tôt encore, quand j'étais devenue invisible, lentement, sans bruit. Je m'appelle Marguerite Delorme, j'ai 77 ans. Je ne suis ni confuse, ni sénile, ni incapable de comprendre ce qui m'entoure. Pourtant, à cet instant précis, dans la maison de mon propre fils, j'étais traitée comme si je n'existais plus vraiment. La porte de la cuisine était fermée. Je l'ai regardée longtemps. Derrière cette porte, il y avait de la nourriture. Je le savais. Le réfrigérateur était plein, les placards aussi. J'avais vu les courses arriver, j'avais entendu les sacs, mais personne ne m'avait appelé, personne n'avait frappé à ma porte, personne n'avait demandé «Maman, tu veux manger quelque chose?» Je n'avais pas osé demander. C'est peut-être cela qui leur a facilité la tâche. La veille au soir, j'avais entendu mon fils rire, un rire bref, nerveux, puis la voix de sa femme, basse, contrôlée. Je n'avais pas compris les mots, seulement le ton, celui qu'on prend quand on parle d'un problème qu'on croit enfin maîtriser. Je me suis levée une seconde fois, en m'aidant du bras du fauteuil. Chaque mouvement demandait un effort démesuré. J'ai fait 3 pas, puis 4. Mon estomac s'est contracté, non pas de douleur, mais de vide, un vide ancien, profond, humiliant. Dans le couloir, une photo de famille a été accrochée au mur. Mon fils y souriait, plus jeune, le bras autour de mes épaules. J'ai posé la main sur le cadre, comme pour vérifier que cette image avait réellement existé. J'ai pensé, comment en est-on arrivé là? Je me suis arrêtée devant la porte de la cuisine. J'ai levé la main pour frapper. Elle est restée suspendue dans l'air. Quelque chose en moi s'y est opposé, pas de la peur, de la lucidité. Je savais déjà ce que j'allais entendre, ou pire, ce que je n'allais pas entendre. Je suis retournée m'asseoir. C'est là, dans ce fauteuil, affaiblie, ignorée, que j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une négligence, c'était un choix. Et ce choix, quelqu'un l'avait fait en toute conscience. Je n'étais pas encore devant un juge, je n'étais pas encore en sécurité, mais à cet instant précis, j'ai cessé d'attendre qu'on me sauve. Je me suis dit, s'il pense pas que le silence me fera disparaître, il se trompe. Et pour la première fois depuis longtemps, malgré la faim, malgré la fatigue, je me suis sentie dangereusement lucide. Quand je suis arrivée chez mon fils, ce n'était pas censé être définitif, juste le temps de me remettre sur pied. Après l'opération de la hanche, le médecin avait été clair: repos, surveillance, pas d'escalier, pas d'efforts inutiles. Mon fils, Antoine, avait insisté pour que je vienne vivre chez lui quelques semaines. Il disait que ce serait plus simple, plus sûr. Sa femme, Claire, avait hoché la tête sans sourire, comme si tout cela était déjà un inconvénient à gérer. Au début, tout semblait normal, trop normal même. On m'avait installée dans la chambre d'amis, une pièce propre, bien rangée, presque impersonnelle. Aucune photo, aucun objet inutile. J'avais apporté 2 valises et un sac. Claire avait tout inspecté du regard avant de dire: «On va essayer de ne pas trop encombrer.» Les premiers jours, on me demandait si ça allait. Pas souvent, mais suffisamment pour sauver les apparences. Antoine passait la tête dans l'encadrement de la porte avant de partir travailler. «Ça va, maman?» Je répondais oui. Toujours oui. C'est plus simple. Claire, elle, parlait surtout de ce que je ne devais pas faire. Ne pas marcher trop longtemps, ne pas laisser de miettes, ne pas dérégler le chauffage, ne pas prendre de médicaments sans prévenir. Je me sentais comme une invitée prolongée, tolérée par politesse, jamais vraiment attendue. Les repas étaient bien précis, à heure fixe, sans discussion. Quand tout le monde était à table, on mangeait. Quand ils avaient fini, la table était débarrassée.
Si j'étais en retard, on ne m'attendait pas. On me disait ensuite: «Tu n'avais qu'à venir plus tôt». Je mangeais moins, sans m'en rendre compte. De petites portions, des plats sans goût. Claire disait que c'était plus adapté à mon âge. Elle coupait ma viande sans me demander. Elle retirait le sel. Elle surveillait mon assiette. Antoine ne disait rien. Il regardait son téléphone, ou la télévision, ou son assiette. Un soir, j'ai osé dire que j'avais encore faim. Claire m'a regardée comme si j'avais dit quelque chose de déplacé. Marguerite, il faut faire attention. À ton âge, trop manger, ce n'est pas bon. Antoine a approuvé d'un simple oui, elle a raison. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que je n'étais plus une mère ici. J'étais devenue un dossier, un corps à gérer, un problème logistique. Les jours passaient, les remarques s'accumulaient. Tu dors trop, tu ne dors pas assez. Tu devrais être reconnaissante, beaucoup de personnes âgées sont seules. Personnes âgées. Comme si j'étais déjà rangée dans une catégorie à part, loin de leur monde. Je notais tout, mentalement. Les heures, les phrases, les silences. Pas pour me plaindre, pas encore, mais parce qu'une partie de moi sentait qu'il faudrait un jour se souvenir précisément. Et puis, peu à peu, on a cessé de me demander si j'avais mangé. Au début, c'était un oubli occasionnel, un déjeuner sauté parce que j'avais dormi, un dîner passé sans qu'on m'appelle. Puis c'est devenu normal. On partait travailler, on revenait, on mangeait, et moi j'étais dans ma chambre. Je ne disais rien, parce que je voulais comprendre jusqu'où ils iraient. Et sans le savoir, ils m'ont donné la réponse. C'est Claire qui a donné un cadre à tout cela, pas Antoine. Antoine suivait, il s'adaptait, il évitait. Claire, elle, décidait. Elle avait une manière très particulière de parler de moi sans jamais me regarder directement. Il faut faire attention avec ta mère. Les personnes de son âge sont fragiles. On ne peut pas la laisser faire n'importe quoi. Chaque phrase sonnait raisonnable, presque bienveillante. Mais derrière, il y avait toujours la même idée. J'étais un risque pour l'organisation de la maison, un risque pour leur tranquillité, un risque pour leur image. Claire aimait le contrôle, les horaires, les listes, les règles écrites nulle part, mais que tout le monde devait respecter. Elle disait souvent que c'était pour le bien de tous, surtout pour le mien. C'est elle qui a commencé à parler de nourriture comme d'un médicament. Il ne faut pas trop manger le soir. Les glucides, c'est mauvais. À ton âge, le corps n'élimine plus pareil. Elle disait cela d'une voix calme, presque pédagogique, comme si j'étais une enfant lente à comprendre. Quand je tentais de répondre, elle levait la main. Ne t'inquiète pas, je gère. Gérer, c'était le mot. Un matin, je me suis levée plus tard que d'habitude. La douleur m'avait réveillée plusieurs fois dans la nuit. Quand je suis arrivée dans la cuisine, la table était déjà débarrassée. Antoine enfilait son manteau. Claire buvait son café debout. Il n'y a plus rien? Ai-je demandé doucement. Claire a regardé l'horloge. On a déjà mangé? Tu dormais? Antoine a ajouté. On ne voulait pas te réveiller. Je suis restée là, debout, inutile, pendant qu'il partait de travailler. Le réfrigérateur était plein. Mais je savais déjà que je n'y avais pas vraiment accès. Chaque fois que je l'ouvrais, Claire surgissait. Tu cherches quelque chose? Toujours sur le même ton. J'ai commencé à manger moins volontairement, pour éviter les remarques, pour éviter les soupirs, pour éviter les regards appuyés. Mon corps s'adaptait mal, mais mon esprit résistait encore. Claire a ensuite introduit un nouveau discours, plus insidieux. Il faut que tu perdes un peu de poids, Marguerite. C'est mieux pour ta santé. Tu sais, beaucoup de personnes âgées mangent trop par ennui. Par ennui, comme si ma faim n'était pas réelle. Antoine, lui, répétait ses phrases mot pour mot, sans réfléchir, sans les discuter. Il ne me regardait plus vraiment quand il me parlait. Il parlait au problème, pas à sa mère. Un soir, j'ai senti un vertige en me levant. J'ai dû m'asseoir sur la marche de l'escalier. Claire m'a vue, elle a soupiré. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait attention. Faire attention pour elle signifiait réduire encore. Les portions ont diminué. Les repas sont devenus irréguliers. Parfois, on m'oubliait. Parfois, on estimait que ce n'était pas nécessaire. Je n'étais jamais consultée, jamais incluse dans la décision, et surtout, jamais considérée comme capable de dire non. Je me suis alors rendu compte d'une chose très simple et très grave. Claire ne me voyait pas comme une personne, elle me voyait comme une responsabilité encombrante. Et Antoine la laissait faire.
Ce n'était plus seulement de l'indifférence, c'était une stratégie, et moi je continuais d'observer, de mémoriser, de me taire, parce que je savais qu'un jour ce silence leur coûterait cher. Antoine n'a jamais levé la main sur moi, il n'a jamais crié, il n'a jamais prononcé un mot explicitement cruel, c'est pour cela que tout était si facile à nier. Quand je le regardais, je voyais encore mon fils, celui qui, enfant, avait peur du noir, celui qui me demandait de rester assise au bord de son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme, celui qui pleurait quand je partais trop longtemps travailler. Cet enfant-là existait encore quelque part, j'en étais sûre, mais il avait appris à se taire, à se décaler, à laisser faire. Antoine évitait toujours le conflit. C'était sa grande qualité, disaient certains. Moi, j'appelais cela autrement, une lâcheté tranquille. Quand Claire parlait de moi comme d'un poids, il hochait la tête. Quand elle décidait des règles, il les appliquait. Quand elle fermait la porte de la cuisine, il ne la rouvrait pas. Il trouvait toujours une explication, toujours une excuse. Tu sais comment elle est. Elle veut bien faire. Ce n'est pas contre toi. Jamais, arrête, jamais, c'est ma mère, jamais, elle a faim. Un après-midi, je l'ai surpris dans le couloir. Il sortait de la salle de bain, serviette autour du cou. Je l'ai appelé doucement. Il a sursauté comme si ma présence l'avait pris de court. Antoine, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Il a froncé les sourcils, sincèrement surpris. Bien sûr que non, maman. Pourquoi tu dis ça? Je lui ai parlé de la fatigue, des repas manqués, de ce vide constant dans mon ventre, pas en me plaignant, en constatant. Il m'a écouté en silence, puis il a soupiré. Tu sais, Claire est très stressée en ce moment. Le travail, la maison, ce n'est pas facile pour elle. Pour elle, toujours pour elle. Je lui ai demandé simplement Et moi? Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard a glissé vers la porte de la chambre, comme s'il craignait que quelqu'un écoute. Puis il a dit Tu es forte, maman. Tu as toujours été forte. J'ai compris à cet instant précis ce que cela signifiait. Ma force était devenue leur excuse. Parce que j'avais élevé seule un enfant. Parce que j'avais travaillé toute ma vie. Parce que je ne me plaignais pas. Ils s'autorisaient à me faire disparaître lentement. Antoine se persuadait qu'il ne faisait rien de mal parce qu'il ne faisait rien du tout. Il laissait Claire décider, il laissait les jours passer, il laissait mon corps s'affaiblir. Le soir, quand il mangeait sans moi, il n'avait même plus l'air gêné. Il disait parfois Tu dormais, même quand c'était faux, même quand il savait. Je voyais bien qu'une part de lui savait, qu'une part de lui comprenait. Mais il avait choisi son camp, le camp du confort, de la paix apparente, du silence. Il avait cessé d'être un fils pour devenir un témoin passif. Et moi, je cessais peu à peu d'être une mère indulgente. Je ne lui demandais plus rien, je ne réclamais plus, je ne frappais plus aux portes, j'observais, je comptais les heures, les absences, les regards détournés, parce que je savais désormais une chose essentielle, Antoine ne me sauverait pas. Et quand un fils accepte de laisser sa mère mourir de faim dans la pièce d'à côté, même sans violence, même sans cri, il devient responsable, pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il choisit de ne pas faire. Et ce choix-là, un jour, il devrait l'assumer. La deuxième journée sans manger a commencé sans que je m'en rende compte. Il n'y a pas eu de réveil brutal, pas de douleur immédiate, juste une lente prise de conscience, comme quand le froid s'installe dans une pièce et qu'on comprend trop tard qu'on aurait dû fermer la fenêtre. Je me suis réveillée avec la bouche sèche et une faiblesse inhabituelle dans les bras. Mon corps pesait lourd comme s'il avait passé la nuit à lutter. J'ai mis quelques minutes à m'asseoir sur le bord du lit. La chambre était silencieuse, trop silencieuse. Aucun bruit de pas, aucune voix, aucune odeur de café. La maison vivait sans moi. Je suis restée là un moment, à écouter. Rien. Quand j'ai enfin réussi à me lever, j'ai senti un léger vertige. Pas assez pour tomber, mais suffisamment pour me faire comprendre que quelque chose n'allait pas. J'ai marché lentement jusqu'à la porte, en m'appuyant contre le mur. Chaque pas demandait une concentration absurde, comme si mon corps hésitait à coopérer. Dans le couloir, la lumière était allumée, la maison était occupée, ils étaient là. Je me suis arrêtée devant la porte de la cuisine. Elle était fermée, pas verrouillée, juste fermée. Un détail insignifiant, mais lourd de sens. Je savais que derrière, il y avait de la nourriture. Je savais aussi que personne ne m'avait appelée. J'ai levé la main pour frapper. Elle a tremblé. Pas de peur, de faiblesse,
J'ai reposé mon bras le long de mon corps. J'ai attendu quelques secondes, puis encore quelques-unes. Aucun bruit ne venait de l'intérieur, comme si la pièce était volontairement coupée du reste de la maison. Je me suis éloignée. Je me suis assise à nouveau dans le fauteuil du salon, celui près de la fenêtre. La lumière de la matinée entrait doucement, indifférente. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Elles étaient en froide. J'ai essayé de réfléchir clairement, de compter. La veille au soir, je n'avais pas mangé, le matin précédent non plus. Et maintenant cela faisait 2 jours, 2 jours sans qu'on ne me demande si j'avais faim, 2 jours sans qu'on ne m'apporte une assiette, 2 jours sans qu'on ne remarque mon état. Ou peut-être l'avait-il remarqué, et choisi de ne rien faire. Vers midi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix, Antoine, Claire. Ils parlaient de quelque chose de banal, un rendez-vous, une facture. J'ai reconnu le bruit des sacs de courses posés sur le plan de travail, de la nourriture entrée dans cette maison pendant que je me vidais lentement. J'ai voulu me lever pour aller vers eux. Mon corps a refusé. Mes jambes n'ont pas répondu immédiatement. Quand j'ai enfin réussi à me mettre debout, une nausée violente m'a forcé à m'asseoir à nouveau. J'ai fermé les yeux quelques secondes, respiré lentement. Ne pas paniquer, ne pas tomber. Personne n'est venu. À un moment, j'ai entendu Claire rire. Un rire bref, sec. Antoine a répondu quelque chose que je n'ai pas compris. Puis la porte de la cuisine s'est refermée. Il mangeait. Je me souviens avoir pensé quelque chose de très clair, presque froid. S'ils avaient oublié, ils seraient venus. Mais ils n'étaient pas venus. L'après-midi a été flou. Le temps s'est étiré. Mon estomac n'était plus douloureux. Il était vide, silencieux, comme s'il avait renoncé à réclamer quoi que ce soit. C'est cela qui m'a le plus inquiété, ce calme anormal du corps, cette économie soudaine d'énergie. J'ai bu un peu d'eau, lentement. Même avalé demandait un effort. En fin de journée, Claire est passée devant le salon. Elle m'a regardée, juste une seconde. Son regard a glissé sur moi comme sur un meuble mal placé. Elle n'a rien dit. Antoine était derrière elle. Il a fait semblant de ne pas me voir. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas une colère explosive, pas des larmes, une décision, silencieuse, définitive. Je me suis dit, ils savent. Et s'ils savent, alors ce n'est plus de la négligence. C'est autre chose. Ce soir-là, allongée dans mon lit, le ventre creux, la tête lourde, j'ai cessé d'espérer un geste, un mot, une excuse. J'ai compris que j'étais allée trop loin pour eux, que mon corps affaibli était devenu un détail acceptable. Et dans cette obscurité affamée mais étrangement lucide, j'ai commencé à me préparer, pas à supplier, pas à fuir, à résister. Le troisième jour a commencé différemment, pas par un bruit, pas par une parole, par une présence. Je ne savais pas encore laquelle, mais mon corps, lui, l'a senti immédiatement. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant trop vite, comme si quelque chose avait changé dans l'air. Ma bouche était pâteuse, ma langue lourde. Quand j'ai essayé de m'asseoir, la pièce a légèrement basculé. Cette fois, je n'ai pas insisté. J'ai attendu que le vertige passe. Il ne passait pas vraiment. Il se contentait de reculer. Je suis restée allongée longtemps, les yeux ouverts, à fixer le plafond. Les pensées venaient lentement, mais elles étaient nettes, trop nettes. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Pas parce que je voulais manger, mais parce que mon corps commençait à lâcher sans demander mon avis. En fin de matinée, j'ai entendu la sonnette. Ce son, banal, m'a traversé comme une décharge. Claire n'avait jamais invité personne sans prévenir. Antoine encore moins. J'ai tendu l'oreille. Des voix. Une voix féminine que je ne connaissais pas. Calme, posée, professionnelle. Claire a répondu. J'ai reconnu son ton immédiatement. Celui qu'elle prenait quand elle voulait paraître irréprochable. Polie, aimable, trop. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu. Quelques minutes plus tard, des pas se sont approchés de ma chambre. La porte s'est entr'ouverte. Claire est apparue, suivie d'une femme d'une cinquantaine d'années, manteau clair, sac à l'épaule. Elle a regardé la pièce, puis moi, vraiment regardé. Bonjour, Madame Delorme, a-t-elle dit doucement. Personne ne m'avait appelée ainsi depuis des jours. Claire a parlé à sa place. C'est l'aide à domicile. La mairie nous l'a proposée après l'hospitalisation, juste pour vérifier que tout va bien. Vérifier.
Le mot m'a presque fait sourire. La femme s'est approchée. Elle s'est accroupie devant moi pour être à hauteur de mon regard. Pas de condescendance, pas de précipitation. Elle a posé une question simple. Vous avez mangé aujourd'hui? Ma bouche s'est ouverte puis refermée. Une seconde, j'ai hésité. Des années d'éducation, de retenue, de silence ont voulu parler à ma place. Puis j'ai vu son regard, attentif, neutre, prêt à entendre la vérité. Non, ai-je dit. Ma voix était rauque, mais ferme. Claire a aussitôt réagi. Elle oublie parfois, elle mange peu, c'est son âge. L'aide à domicile n'a pas relevé. Elle m'a regardée encore. Et hier, j'ai inspiré lentement. Non plus. Un silence s'est installé, pas un silence gêné, un silence lourd, chargé. La femme a pris mon poignet sans brusquerie. Elle a regardé sa montre, puis mon visage. Elle a froncé légèrement les sourcils. Vous vous sentez faible? J'ai hoché la tête. Ce simple geste m'a épuisée. Claire a ri nerveusement. Franchement, vous voyez bien qu'elle dramatise. Elle boit de l'eau, elle dort. L'aide à domicile s'est relevée. Elle a sorti un carnet, a noté quelque chose. Lentement, délibérément. Madame Delorme, est-ce que quelqu'un vous empêche de manger? Cette question, posée aussi calmement, aussi frontalement, a coupé le souffle à Claire. Antoine venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte. Il a pâli. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mon fils. Il a baissé les yeux. Non, ai-je dit enfin. Personne ne m'en empêche. Claire a expiré, soulagée. Puis j'ai ajouté, sans la regarder, on ne me propose simplement rien. Le carnet s'est rouvert, un autre mot a été écrit. L'aide à domicile a refermé son sac. Je vais faire un signalement pour évaluation médicale, par précaution. Claire a protesté. Antoine a tenté de parler. La femme ne les a pas interrompus. Elle s'est tournée vers moi. Je reviens demain, Madame Delorme. En attendant, je vais demander qu'on passe vous voir. Quand elle est partie, la maison est redevenue silencieuse. Mais ce silence n'était plus le même. Claire m'a regardée avec colère, Antoine avec panique. Et moi, pour la première fois depuis des jours, je n'étais plus seule. Le médecin est arrivé le lendemain matin. Pas un urgentiste, pas une ambulance, juste un homme calme, la soixantaine, blouse claire sous un manteau sombre. Il s'est présenté brièvement. Sa voix était neutre, habituée aux maisons où l'on prétend que tout va bien. Claire l'a accueilli avec un sourire trop appuyé. Antoine se tenait légèrement en retrait, les bras croisés, comme s'il attendait un verdict. Moi, j'étais assise dans le fauteuil du salon, le même, toujours le même. Mes forces revenaient par vagues courtes, insuffisantes. Je tenais droite par fierté, plus que par énergie. Le médecin ne s'est pas adressé à eux tout de suite. Il m'a regardée, vraiment. Puis il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi, à hauteur égale. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai cherché les mots exacts. Pas pour enjoliver, pas pour accuser. Faible, ai-je répondu, et très fatigué. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Il a pris ma tension, trop basse, a pris mon pouls, trop lent, a observé mes mains, mon teint, mes yeux. Claire parlait en arrière-plan. Beaucoup, trop. Elle mange peu depuis toujours. Elle refuse parfois de venir à table. Oh, vous savez, à son âge, le médecin ne l'a pas interrompu. Il a simplement continué son examen. Puis, il a posé une question simple. Depuis quand n'avez-vous pas mangé normalement? J'ai regardé le plafond une seconde, pour compter. 3 jours. Le silence est tombé net. Antoine a inspiré brusquement. Claire a protesté aussitôt. Ce n'est pas exact. Elle exagère. Le médecin a enfin levé les yeux vers eux. Son regard était calme, mais dur. Celui de quelqu'un qui a vu trop de choses pour se laisser distraire par des justifications. Madame, a-t-il dit à Claire, une personne âgée ne peut pas rester 3 jours sans apport alimentaire sans conséquence, surtout après une opération. Il s'est tourné vers moi. Avez-vous eu accès à de la nourriture? J'ai répondu sans hésiter. La cuisine était fermée, les repas n'étaient pas proposés. Claire a ri nerveusement. Fermée? Elle dramatise, elle peut se lever. Le médecin a noté quelque chose sur son carnet. Puis il a posé une question qui a tout changé. Est-ce que vous souhaitez rester ici, Madame Delorme? Antoine a fait un pas en avant. Bien sûr qu'elle reste, c'est chez nous. Je l'ai regardée, longtemps, puis j'ai dit calmement: je n'ai pas été nourrie pendant 3 jours dans cette maison. Il n'y avait plus rien à expliquer.
Le médecin s'est levé. Dans ces conditions, je ne peux pas laisser la situation en l'état. Claire a perdu son calme. Vous exagérez. On ne va pas appeler les services pour ça. Il l'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas une question d'exagération, c'est une question de protection. Il a parlé de dénutrition, de danger immédiat, de signalement obligatoire. Les mots tombaient les uns après les autres, précis, irréversibles. Antoine pâlissait à vue d'œil. On m'a proposé un transfert pour observation. J'ai refusé l'hôpital. Je ne voulais pas disparaître dans un couloir blanc. Pas maintenant, pas comme ça. Le médecin a accepté, à une condition, surveillance quotidienne, repas contrôlés, aide extérieure. Avant de partir, il s'est penché vers moi. Vous avez bien fait de parler. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison n'était plus la même. Claire marchait nerveusement. Antoine restait immobile, comme vidé. Personne ne m'a parlé pendant de longues minutes. Puis Antoine a murmuré: tu aurais pu nous dire que ça allait si mal. Je l'ai regardé. Je l'ai fait, vous n'avez pas écouté. Ce jour-là, quelque chose s'est définitivement déplacé. Il n'avait de plus le contrôle total. Et moi, pour la première fois, je n'étais plus seulement une mère affaiblie. J'étais une preuve vivante. Le lendemain du passage du médecin, Claire a soudainement changé de ton. Pas d'excuses, pas de remise en question. Juste une nouvelle forme de contrôle, plus douce en apparence, plus dangereuse encore. On m'a apporté un plateau au petit déjeuner. Une tranche de pain sec, un yaourt nature, un thé tiède. Claire a déposé le tout sur la table basse, sans me regarder. Le médecin a dit qu'il fallait faire attention. Faire attention. Encore ce mot. Toujours ce mot. Antoine observait la scène comme un enfant pris en faute. Il ne disait rien, il ne proposait rien. Il attendait que ça passe. J'ai mangé lentement. Chaque bouchée demandait un effort. Mon estomac, habitué au vide, protestait doucement. Claire me surveillait du coin de l'œil, comme si elle craignait que je fasse quelque chose de déplacé. Exister, peut-être? Ce n'est qu'en début d'après-midi que j'ai compris que le danger ne se limitait pas à la nourriture. Claire est sortie pour faire des courses. Antoine travaillait à distance dans le bureau. La maison était calme, trop calme. Je me suis levée difficilement et j'ai marché jusqu'à la chambre où l'on avait rangé mes affaires. En ouvrant le tiroir de la commode, quelque chose a attiré mon attention. Une enveloppe, pas la mienne. À l'intérieur, des photocopies. Des documents administratifs, mon nom, mon adresse, ma signature. Ma signature. J'ai senti mon cœur ralentir brutalement, comme s'il voulait s'arrêter pour mieux comprendre. J'ai pris le temps de m'asseoir, de respirer, puis j'ai lu autorisation de gestion partielle, mandat bancaire, demande de renseignements sur ma pension, des documents que je n'avais jamais lus, que je ne me souvenais pas avoir signés. Pourtant, la signature était bien la mienne, tremblée, mal assurée, datée de quelques semaines après mon opération, à l'époque où j'étais sous antidouleur. À l'époque où j'étais confuse, à l'époque où Antoine me disait: c'est juste pour simplifier. Simplifier quoi? Ma disparition administrative? J'ai continué à fouiller, d'autres papiers, une brochure, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, souligné au stylo, avec une date. Prochaine visite. Il prévoyait déjà la suite. Sans moi. Je suis restée longtemps assise sur le lit, les documents étalés devant moi. Mon corps était faible, mais mon esprit, lui, était d'une clarté douloureuse. Il ne m'avait pas seulement affamée, il m'avait préparée, administrativement, légalement, doucement. Claire voulait me rendre incapable. Antoine voulait éviter les complications. Ensemble, ils construisaient un scénario propre, silencieux, irréprochable. Une vieille mère qui décline, qu'on place, qu'on gère. Quand Antoine est entré dans la chambre, il a blêmi en voyant les papiers. « Tu n'aurais pas dû fouiller », a-t-il dit d'une voix basse. Je l'ai regardé. « Tu aurais dû m'expliquer ». Il s'est assis lourdement. Il a passé la main sur son visage. « On voulait t'aider, tu comprends ?» Claire s'inquiète. Claire s'inquiète. Toujours elle. « Ah, tu m'as fait signer des documents pendant que j'étais vulnérable, ai-je dit calmement. Tu sais ce que ça s'appelle ?» Il n'a pas répondu. « Tu savais que je ne mangeais pas, ai-je continué. Et pendant ce temps-là, vous prépariez mon placement. » Il a murmuré. On ne pensait pas que ça irait si loin. Cette phrase m'a glacée, parce qu'elle signifiait qu'ils avaient accepté que ça aille un peu loin.
J'ai rangé les documents dans une pochette, pas pour les cacher, pour les conserver, pour les protéger. Ce jour-là, j'ai compris que le procès ne serait pas seulement moral, il serait factuel, daté, documenté. Ils avaient laissé des traces. Et moi, malgré la faiblesse, malgré la fatigue, je venais de retrouver quelque chose de précieux, le contrôle. La convocation est arrivée 3 jours plus tard, une enveloppe officielle, déposée dans la boîte aux lettres, que Claire a ouverte avant même que je ne la voie. Je l'ai su à son visage, à cette crispation brève, mal maîtrisée, qui n'apparaissait jamais quand elle pensait avoir le contrôle. C'est rien, a-t-elle dit trop vite. Juste un rendez-vous administratif. Je lui ai tendu la main. Elle a hésité, puis elle m'a donné la lettre. Convocation pour évaluation de situation familiale et financière, objet signalement pour suspicion de maltraitance et abus de faiblesse. Le mot était là, noir sur blanc. Maltraitance. Antoine a lu par-dessus mon épaule. Son souffle s'est coupé. Ils n'ont pas le droit. Je l'ai regardé calmement. Ils ont le devoir. Ce jour-là, ils ont cessé de parler de moi comme d'un problème domestique. Ils ont commencé à parler comme des accusés potentiels. La différence était visible. Claire appelait sans cesse des amis, des connaissances. Quelqu'un qui s'y connaît. Antoine, lui, errait dans la maison, incapable de se poser. Le soir, ils ont voulu parler, tous les deux, assis en face de moi, comme lors d'une réunion. Claire a pris la parole la première. Tu comprends bien que tout ça est disproportionné, on a voulu t'aider, et maintenant, on se retrouve convoqués comme des criminels. Je n'ai pas répondu. Antoine a essayé une autre approche, plus douce. Maman, on aurait préféré régler ça en famille. Je l'ai regardé longtemps avant de parler. Une famille ne laisse pas une femme de 77 ans sans manger pendant 3 jours. Claire s'est levée brusquement. Tu dramatises encore. Tu sais très bien que ce n'était pas volontaire. Je me suis penchée légèrement en avant. Pas pour la défier, pour être claire. Vous saviez, vous avez choisi de ne rien faire. Ils ont nié, bien sûr. Ils ont parlé de stress, de malentendus, d'oubli. Toujours les mêmes mots, réarrangés. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement sorti la pochette, les documents, les dates, les signatures. Claire a blêmi. Antoine a baissé la tête. Vous avez fait signer ces papiers pendant que j'étais sous traitement, ai-je dit. Vous avez planifié mon placement. Et pendant ce temps-là, vous avez laissé mon corps s'affaiblir. Antoine a murmuré. On ne pensait pas que ça serait vu comme ça. Cette phrase a scellé quelque chose. Il ne disait pas on est désolé, il disait on ne pensait pas se faire prendre. Le jour de l'entretien, nous sommes allés séparément. Je l'ai exigé. Je voulais parler sans eux, sans leurs regards, sans leurs soupirs. La salle était simple, un bureau, 2 chaises, une femme et un homme, neutres, professionnels. Ils m'ont posé des questions précises. Combien de repas, à quelle date, qui décidait, qui préparait, qui signait. Je n'ai rien exagéré, je n'ai rien minimisé. J'ai répondu, fait après fait. Quand je suis sortie, mes jambes tremblaient, mais ma tête était droite. Antoine est entré après moi. Je ne l'ai pas regardé. En fin de journée, on m'a proposé une mesure de protection temporaire, un accompagnement juridique, une aide extérieure indépendante. Claire a explosé en larmes dans la voiture. Antoine est si resté silencieux. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni peur ni culpabilité, seulement une certitude tranquille. Il ne contrôlait plus le récit, et bientôt, il ne contrôlait plus rien. La préparation a commencé dans le silence, un silence différent de celui d'avant, plus dense, plus organisé. On m'avait conseillé de quitter la maison temporairement, de prendre de la distance, pas par peur, par clarté. J'ai accepté. J'ai emporté peu de choses, des vêtements, mon carnet, la pochette de documents. Le reste pouvait attendre. Je me suis installée dans un petit appartement prêté par une association, propre, calme. Personne pour surveiller ce que je mangeais. Personne pour décider à ma place. La première nuit, j'ai mangé une soupe chaude, lentement, en pleurant sans bruit. Pas de tristesse, de relâchement. Les jours suivants ont été méthodiques, presque administratifs. Chaque matin, je m'asseyais à la table avec mes papiers, je classais, je relisais, je notais les dates, les phrases exactes, les absences de repas, les conversations, les silences lourds, les signatures. Je ne cherchais pas à prouver qu'ils étaient mauvais.
Je cherchais à montrer ce qu'ils avaient été fait. Une juriste est venue me voir, une femme calme, attentive. Elle ne m'a jamais interrompue. Elle prenait des notes. Elle me demandait parfois de préciser à quelle heure, qui était présent. Avez-vous demandé explicitement? Je répondais précisément, sans émotion excessive, comme on raconte une suite logique de faits. C'est elle qui a prononcé les mots que je n'avais jamais osé formuler. Il s'agit très probablement d'une situation de maltraitance passive accompagnée d'abus de faiblesse. Passive. Le mot était important, parce que personne ne m'avait frappé, parce que personne ne m'avait enfermé, parce qu'il n'avait rien fait, et c'est précisément cela qui constituait la faute. On m'a demandé si je souhaitais porter plainte. J'ai répondu non, pas encore, je voulais d'abord la vérité exposée. Officiellement, devant quelqu'un qui tranche, le dossier a pris forme. Épais, incontestable, chaque document racontait une partie de l'histoire. Les signatures apposées après mon opération, les demandes bancaires, les brochures d'établissement, les signalements médicaux, les observations de l'aide à domicile. Mon corps avait été affaibli, mais leurs traces étaient nettes. Antoine a tenté de m'appeler. Plusieurs fois, je n'ai pas répondu. Claire a laissé des messages, longs, défensifs, parfois agressifs, parfois suppliants. Je ne les ai pas effacés. Je les ai conservés, tout. Un soir, seule dans l'appartement, j'ai écouté l'un de ces messages jusqu'au bout. Claire parlait vite, trop vite. Elle disait qu'il n'avait jamais voulu me faire du mal, que tout était mal interprété, que j'avais toujours eu tendance à exagérer. J'ai éteint le téléphone. Elle continuait de parler comme si j'étais incapable de comprendre. La veille de l'audience, je n'ai presque pas dormi, pas par peur, par concentration. Je répétais mentalement les faits, pas pour les réciter, pour ne pas me laisser distraire. Je ne voulais pas convaincre, je voulais exposer. Le matin, je me suis habillée simplement, pas pour paraître fragile, pas pour paraître forte, juste exact. J'ai attaché mes cheveux. J'ai respiré profondément. Mon corps était encore fatigué mais stable. Dans la salle d'attente, j'ai aperçu Antoine, assis seul, le dos voûté, les mains jointes. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Il a voulu se lever. J'ai détourné les yeux. Ce n'était plus le moment des explications privées. Quand on a prononcé mon nom, je me suis levée sans aide. Chaque pas comptait. Pas physiquement, symboliquement. Je n'entrais pas pour accuser. J'entrais pour dire ce qui avait été fait. Et pour la première fois depuis le début, je n'étais pas la personne qu'on observait avec inquiétude. J'étais celle qu'on écoutait. La salle d'audience était plus petite que je l'avais imaginée. Pas de décor solennel, pas de grands gestes, juste des murs clairs, une table, quelques chaises, un lieu fait pour les faits, pas pour les émotions. Je me suis assise quand on me l'a demandé. En face, légèrement sur le côté, Antoine et Claire. Ils ne se touchaient pas. Ils ne se regardaient presque pas. Leur unité s'était fissurée dès l'instant où le cadre était devenu officiel. Le juge est entré sans cérémonie. Il a salué brièvement, a feuilleté le dossier devant lui. Longtemps. Trop longtemps pour ceux qui espéraient encore que tout cela se résumerait à un malentendu. Puis, il a levé les yeux. Madame Delorme, nous allons vous écouter. Pas expliquez-vous, pas défendez-vous, écoutez. J'ai inspiré lentement. J'ai commencé par le début. L'opération, l'arrivée chez mon fils, les règles, d'abord floues, puis de plus en plus strictes. Je n'ai pas parlé de ressenti, j'ai parlé d'horaire, de portes fermées, de repas manqués, de phrases exactes. Quand j'ai évoqué les 3 jours sans nourriture, Claire a bougé sur sa chaise. Antoine a baissé la tête. Le juge n'a pas réagi. Il prenait des notes. Je n'ai pas cherché à me rendre plus fragile que je ne l'étais. Je n'ai pas insisté sur la douleur. J'ai décrit le fonctionnement, la mécanique. Comment on peut affamer quelqu'un sans jamais lever la voix? Puis sont venus les documents. J'ai expliqué quand et comment on m'avait fait signer. Dans quel état? Avec quels mots? J'ai décrit la confusion, les médicaments, la confiance. Le juge a regardé les dates, les signatures, les comparaisons graphiques. Il a hoché la tête, une seule fois. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Ensuite, il s'est tourné vers Antoine. Monsieur, souhaitez-vous répondre? Antoine a parlé longtemps, trop longtemps. Il a expliqué qu'il avait voulu bien faire,
qu'il était dépassé, que sa femme gérait mieux ces choses-là, qu'il n'avait jamais pensé que sa mère était en danger. Le juge l'a interrompu doucement. Vous saviez qu'elle ne mangeait pas? Antoine a hésité. Une seconde, une seule. Oh, je pensais qu'elle n'avait pas faim. Cette phrase est restée suspendue dans l'air, vide, faible. Puis ce fut le tour de Claire. Elle a adopté un ton maîtrisé, raisonnable. Elle a parlé de contraintes, d'organisation, de fatigue. Elle a dit qu'on exagérait, que certaines personnes âgées manipulent sans s'en rendre compte. Elle a dit qu'elle s'était sentie agressée par le signalement. Le juge l'a laissé parler. Puis il a posé une question simple. Pourquoi la cuisine était-elle fermée? Claire a souri nerveusement. Pour éviter les accidents? Et pourquoi ne pas avoir apporté les repas? Elle a cherché ses mots. Elle dormait souvent? Pendant 3 jours? Claire n'a pas répondu. Le juge a refermé le dossier lentement, délibérément. Ce que je vois ici, a-t-il dit, ce n'est pas un conflit familial ordinaire. Ce sont des faits concordants, répétés, documentés. Une privation de nourriture, même sans violence apparente, constitue une mise en danger. Et faire signer des documents à une personne affaiblie relève de l'abus de faiblesse. Antoine a levé la tête, les yeux brillants. Claire s'est figée. Je n'ai rien ressenti de triomphal, juste un apaisement lourd, profond. Le juge a annoncé une suspension de séance, il devait statuer. On m'a proposé de sortir prendre l'air. J'ai refusé. Je suis restée assise, droite, présente. Quand il est revenu, la décision a été lue calmement. Protection juridique renforcée, interdiction de gestion de mes biens par Antoine ou Claire, obligation de suivi extérieur et transmission du dossier au procureur pour évaluation complémentaire. Antoine a fermé les yeux. Claire a laissé échapper un souffle sec. Moi, je n'ai pas bougé. Je n'étais plus la mère qu'on fait taire. J'étais la femme à qui on venait de rendre sa place. Et dans cette salle, simple, sans décor, sans cri, quelque chose venait de basculer définitivement. Après la lecture de la décision, personne ne s'est levé tout de suite, comme si le corps avait besoin de quelques secondes pour rattraper ce que l'esprit venait d'entendre. Le juge a refermé son dossier. Il n'y avait plus rien à ajouter. Les faits avaient tout parlé. Les mots avaient trouvé leur place. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de conséquences. Antoine respirait difficilement. Je l'entendais. Ce souffle court, irrégulier, que je connaissais depuis l'enfance. Celui qu'il avait quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, mais qu'il ne savait pas comment le réparer. Cette fois, il n'y avait rien à réparer, seulement à assumer. Claire, elle, s'était raidie. Son visage était figé, comme si elle refusait encore intérieurement ce qui venait d'être acté. Elle ne me regardait pas. Elle regardait droit devant elle, les mâchoires serrées. J'ai compris à cet instant qu'elle ne regrettait rien. Pas vraiment. Elle regrettait seulement que cela ait été exposé. Le juge s'est adressé à moi une dernière fois. Madame Delorme, vous serez accompagnée dans les semaines à venir. Vous ne serez plus seule dans vos démarches. J'ai hoché la tête. Simplement. Je n'avais pas besoin de plus. Quand l'audience a été levée, on nous a demandé de sortir. Les pas résonnaient dans le couloir étroit. Antoine marchait derrière moi. Je sentais sa présence sans me retourner. À mi-chemin, il a murmuré mon prénom. Maman, je me suis arrêtée, lentement. Je me suis tournée vers lui. Il avait vieilli en quelques semaines. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux rougis, mais ce n'était pas la fatigue que je voyais. C'était la honte, une honte tardive, maladroite, qui arrivait après les dégâts. Je ne voulais pas que ça arrive jusque-là, m'a-t-il dit. Sa phrase était révélatrice. Pas je suis désolée, pas j'ai eu tort, seulement je ne voulais pas que ça se voie. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu calmement « Moi non plus ». Il a voulu ajouter quelque chose. Claire est arrivée derrière lui. Elle a posé la main sur son bras, un geste rapide, presque nerveux. Elle n'a pas parlé. Son regard était dur. Elle me voyait comme une menace, comme quelqu'un qui avait brisé l'équilibre qu'elle avait construit. Je n'ai pas cherché à leur faire comprendre davantage. Ce n'était plus mon rôle. Dans le hall, une assistante m'attendait. Elle m'a parlé doucement, m'a expliqué la suite, les mesures, le suivi, les rendez-vous. Je l'écoutais, mais une partie de moi était déjà ailleurs. Pas dans le passé, pas dans la colère, juste dans une forme de calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Quand je suis sortie du bâtiment, l'air était frais.
J'ai inspiré profondément. Mon corps était encore fragile, mais il n'était plus en danger. Et surtout, il n'était plus ignoré. Antoine et Claire sont sortis quelques minutes plus tard. Ils se sont arrêtés à quelques mètres. Ils ne savaient pas s'ils devaient s'approcher. Je les ai regardés une dernière fois. Pas avec haine, pas avec pitié, avec lucidité. Je me suis dit que ce moment resterait avec eux longtemps, pas parce que je les avais accusés, mais parce que quelqu'un avait enfin nommé ce qu'ils avaient fait. Je suis montée dans la voiture qui m'attendait. En refermant la portière, j'ai senti une fatigue immense m'envahir. Pas celle de la faim, celle de la tension qui se relâche. Ce jour-là, je n'ai pas gagné contre mon fils, je n'ai pas gagné contre sa femme, j'ai gagné contre le silence. Et c'était suffisant. Les jours qui ont suivi l'audience ont été étrangement calmes. Pas un calme rassurant, ni même apaisant. Un calme administratif, celui qui s'installe quand tout est désormais écrit, consigné, transmis. Je n'étais plus chez mon fils. Je ne l'étais déjà plus depuis un moment en réalité. J'étais dans un petit logement transitoire, sobre, presque impersonnel. Mais chaque matin, je me réveillais sans cette sensation oppressante dans la poitrine. Je mangeais quand j'avais faim, je dormais quand mon corps en avait besoin. Personne ne commentait, personne ne surveillait. Le monde avait cessé de décider à ma place. Les mesures sont entrées en application rapidement, trop rapidement pour Antoine, visiblement. Il a reçu les notifications officielles, les restrictions, les interdictions claires concernant la gestion de mes biens. Il ne pouvait plus signer, plus demander, plus intervenir. Claire, elle, a tenté de réagir autrement. Elle a contesté, d'abord discrètement par courrier, puis plus ouvertement. Elle a parlé d'acharnement, d'injustice. Elle a insinué que j'avais manipulé la situation, que j'étais lucide quand cela m'arrangeait et fragile quand cela me servait. Ces mots, je les connaissais déjà. Je les avais entendus toute ma vie, sous d'autres formes. Ils n'avaient plus de prise. Le juge a demandé des compléments, des éclaircissements. Et c'est là que tout a véritablement basculé. Les relevés bancaires sont arrivés, des virements réguliers. De petites sommes d'abord, puis de plus en plus importantes, toujours justifiées par des dépenses du quotidien. Courses, frais médicaux, adaptation du logement, des mots vagues, flous, acceptables. Mais les dates ne correspondaient pas, les montants non plus. Antoine avait utilisé ma pension, sans autorisation réelle, pour des dépenses qui n'avaient rien à voir avec moi et un crédit, des remboursements, des achats qui ne figuraient jamais dans la maison où je vivais pourtant. Claire avait tout classé, organisé, justifié, trop bien. L'enquête a alors changé de nature. On ne parlait plus seulement de maltraitance passive, on parlait de stratégie, d'anticipation, de construction méthodique. Un jour, on m'a demandé si je souhaitais assister à une nouvelle audition. J'ai accepté, pas par besoin, par principe. Antoine était là, seul, cette fois. Claire avait préféré se faire représenter. Elle ne voulait plus être confrontée directement. Antoine, lui, n'avait plus d'abri, plus d'arguments solides. On lui a posé des questions précises, des chiffres, des dates, des intentions. Il a tenté de se justifier. Encore, il a parlé de pression, de fatigue. Il a dit qu'il avait laissé Claire gérer, qu'il n'avait pas tout contrôlé, mais cette fois, cela ne suffisait plus. On lui a demandé pourquoi il n'avait pas réagi quand le médecin avait parlé de dénutrition, pourquoi il n'avait pas ouvert la cuisine, pourquoi il avait laissé faire. Il n'a pas su répondre. Je l'ai regardé, longtemps. Je n'y ai vu ni mon fils, ni un monstre, juste un homme qui avait choisi le confort à la responsabilité. Le juge a parlé d'un mot simple, responsabilité, pas la culpabilité émotionnelle, la responsabilité concrète. Les conclusions ont été claires. Il y avait eu mise en danger, il y avait eu abus de faiblesse, il y avait eu gestion frauduleuse. Claire serait poursuivie. Antoine également, à un degré moindre, mais réel. Le dossier serait transmis au pénal. Quand j'ai entendu cela, je n'ai rien ressenti de spectaculaire. Pas de soulagement bruyant, pas de joie, seulement une fatigue ancienne qui se dissipait enfin. Après l'audition, Antoine a tenté de me parler, dans le couloir. Il a pleuré, pour la première fois depuis des années, peut-être. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, a-t-il dit. Je l'ai cru. Et cela n'a rien changé. Tu as voulu ne pas voir, ai-je répondu. Et c'est parfois pire. Il a baissé la tête. Je suis partie.
Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Donner naissance à quelqu'un ne vous oblige pas à vous laisser détruire par lui. Être mère ne signifie pas disparaître. La justice ne m'avait pas rendue plus forte, elle m'avait simplement rendue visible. Et c'était déjà immense. La décision finale est tombée un matin gris, sans annonce spectaculaire. Un appel, une voix posée, des phrases claires. On m'a lu les conclusions comme on lit un constat, sans emphase, sans émotion inutile. Protection juridique permanente, reconnaissance formelle de la maltraitance, transmission définitive du volet pénal. Interdiction totale pour Antoine et Claire d'intervenir, directement ou indirectement, dans ma vie administrative, financière ou médicale. Tout était acté. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise quelques minutes, le téléphone encore dans la main, pas parce que je ne comprenais pas, parce que mon corps avait besoin de temps pour accepter que plus rien ne pouvait m'être retiré. Je n'étais plus à défendre, je n'étais plus à expliquer, je n'étais plus à justifier. La décision ne laissait aucune zone grise. Elle ne parlait pas d'intention, elle parlait d'actes, d'omissions, de conséquences. Elle ne cherchait pas à sauver les apparences. Elle protégeait. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est réorganisé rapidement. Un nouveau tuteur juridique m'a été attribué, extérieur, indépendant. Une femme méthodique, respectueuse, qui me demandait toujours mon avis avant d'agir, une habitude oubliée, presque déroutante. On m'a proposé plusieurs options pour la suite. Rester dans le logement temporaire, trouver un appartement adapté, bénéficier d'une aide à domicile choisie par moi. Pas imposée, pas contrôlée par quelqu'un d'autre. J'ai choisi lentement, à mon rythme. Antoine n'a plus appelé. Il n'en avait plus le droit sans passer par des intermédiaires officiels. Claire, elle, a tenté une dernière fois. Une lettre, courte, défensive. Elle parlait de malentendus, de douleurs, de trahison. Pas une seule fois, elle ne parlait de faim. Je n'ai pas répondu. Un après-midi, j'ai reçu un courrier du tribunal, une copie de la décision. Mon nom y figurait en entier, sans diminutif, sans condescendance. Madame Marguerite Delorme, sujet, pas objet. Je l'ai rangé dans un dossier, pas pour la relire, pour me rappeler qu'un jour quelqu'un avait regardé les faits et avait dit « ça suffit ». Je me suis souvent demandé dans les semaines suivantes si j'aurais pu agir plus tôt, si j'aurais dû parler avant d'avoir faim, avant d'être faible, avant que les papiers ne soient signés. La réponse est venue naturellement, je n'étais pas prête avant. Eux non plus. Il fallait que la réalité se montre nue, sans filtre, pour qu'elle soit reconnue. La fin, les silences, les signatures, tout devait être visible. Je ne ressens aucune victoire. La victoire suppose un ennemi. Je ressens autre chose. Une solidité nouvelle, une paix qui ne dépend plus de la reconnaissance des autres. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu mon visage amaigri, marqué. Mais j'ai aussi vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la présence, pas de l'orgueil, de la présence. Je n'étais plus la mère qu'on contourne, je n'étais plus la vieille femme qu'on gère. J'étais une personne que la loi reconnaissait comme capable, digne, protégée, et cela change tout. Ce soir-là, en me couchant, j'ai mangé un fruit, lentement, simplement, sans y penser. Mon corps n'était plus en alerte, il recommençait à vivre normalement. Avant d'éteindre la lumière, j'ai pensé à Antoine, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il avait choisi de devenir. Je n'ai pas pleuré, certaines décisions ne sont pas là pour réparer, elles sont là pour arrêter le mal. Et cette décision-là avait fait exactement cela. Je suis sortie du tribunal seule, pas parce que personne ne m'attendait, mais parce que j'en avais besoin. Le bâtiment était derrière moi, les portes se sont refermées sans bruit. Devant, la rue continuait comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Des passants marchèrent vite. Une femme parlait au téléphone, un homme riait. La vie n'avait pas ralenti pour ma victoire discrète. Je me suis arrêtée un instant sur le trottoir. J'ai inspiré profondément. L'air était froid, mais propre. Il est entré dans mes poumons sans résistance. Mon corps n'était plus en alerte. Il n'attendait plus qu'on l'oublie. À quelques mètres de là, Antoine était resté immobile. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas appelé mon nom. Il m'a simplement regardé partir. J'ai senti son regard dans mon dos, lourd, inutilement tardif. Je ne me suis pas retournée. Il y a des adieux qui n'ont pas besoin de mots. Les semaines suivantes ont été simples,
Pas facile, simple. J'ai emménagé dans un petit appartement lumineux, rien de luxueux. Mais chaque objet que j'y posais était à sa place parce que je l'avais choisi. J'ai appris à écouter mon corps à nouveau, à manger quand j'avais faim, à m'arrêter quand j'étais fatiguée. Personne ne commentait, personne ne contrôlait. Parfois, la nuit, je repensais à ces jours de silence, à cette faim qui n'était pas seulement physique, à cette sensation d'être devenue invisible dans la maison que je croyais encore être la mienne. Ces souvenirs revenaient sans prévenir, mais ils n'avaient plus de pouvoir. Ils étaient rangés, classés, comme un dossier clos. Un matin, en préparant mon café, j'ai réalisé quelque chose de très simple. Je ne surveillais plus la porte. Je n'écoutais plus les pas. Mon corps avait compris avant moi que le danger était passé. Antoine n'a jamais réessayé de me contacter directement. J'ai appris par un tiers que la procédure suivait son cours, que les conséquences étaient lourdes. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ce n'était plus mon rôle. Je n'ai pas gagné contre mon fils. Je n'ai pas perdu un enfant. J'ai récupéré une place. Être mère ne donne pas à quelqu'un le droit de vous affamer. Aimer ne signifie pas se taire jusqu'à disparaître. Et vieillir ne veut pas dire devenir une chose qu'on déplace. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour la pitié, ni pour la colère. C'est pour ceux qui pensent encore que le silence est plus sûr que la vérité, pour ceux qui ont appris à endurer plutôt qu'à nommer, pour ceux à qui on a fait croire qu'ils exagéraient. Parfois, il suffit d'un regard extérieur, d'une question posée au bon moment, d'un nom prononcé calmement, et tout bascule. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas supplié, je me suis tenue droite, même affaiblie, et cela a suffi. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a rappelé quelqu'un, ou si tu sais que ce genre de silence existe encore derrière trop de portes fermées, ne passe pas ton chemin. Abonne-toi, like cette vidéo et partage-la, parce que parfois, entendre une seule histoire suffit à donner à quelqu'un le courage de parler.